Alors, comme promis, j'ai comme premier invité ce soir Monsieur Adrien Pouliot qui se présente donc dans cette course à la direction du Parti conservateur du Québec. Il est là, il est avec nous. Alors, Monsieur Pouliot, bonjour. Bonjour, M. Morancy. Vous allez bien? Oui, vous? Oui, ça va très, très bien. J'ai quelques questions pour vous. Aujourd'hui, on se lance dans une grande course avec le Parti conservateur pour prendre la tête finalement du Parti conservateur. Si on repartait du tout début, dans le fond, on sait que vous étiez associé à l'ADQ. Il y a eu une fusion avec la CAQ où vous n'étiez pas d'accord avec cette fusion-là. Qu'est-ce qui, selon vous, était inacceptable ou qu'est-ce qui passait pas dans cette fusion-là? De fait, si on recule un petit peu, même avant que je me lance avec l'ADQ à la commission politique, j'étais allé rencontrer M. Legault. On avait passé quasiment 4 heures ensemble. Ça, c'était dans le temps, là, on se remet, là, on est comme au début de 2011, au moment où M. Legault commence à peine à parler de la possibilité de la CAQ. Et donc, je me disais, moi, que je voulais peut-être faire la politique. Alors donc, avant d'aller à l'ADQ, je m'en vais voir M. Legault et j'ai une conversation avec lui et je ressors de chez lui à Outremont en me disant, c'est pas du tout ça que je veux, là. Ça, ce monsieur-là que je viens d'entendre, c'est un monsieur qui, en fait, c'est quelqu'un de la gauche efficace. C'est quelqu'un qui pense que lui, et seulement lui, est capable de bien gérer un gros État. Il pense qu'il est capable de mieux gérer un gros État que Mme Marois, que M. Charest. Lui connaît les vraies priorités du Québec. Lui sait où investir. Lui sait, c'est lui qui sait tout. Alors que moi, je cherchais un parti politique qui prônait plus de liberté et de droits individuels, plus de responsabilité individuelle et un État un peu plus petit. Je parle pas de faire disparaître l'État là, comme avec une baguette magique, là, mais de cure d'amaigrissement de l'État, plus d'espace pour l'initiative personnelle, pour les entrepreneurs, bon, ce genre de choses-là. Alors donc, je suis allé avec l'ADQ et on a fait quand même un bon bout de chemin pendant une année. Et là, M. Legault, lui aussi, a fait son petit bout de chemin et a annoncé cette fusion-là à laquelle je me suis objecté parce que, et c'est exactement pour les mêmes raisons, je pense que M. Legault est un étatiste qui veut pas vraiment réduire la taille de l'État, il veut tout simplement transférer des fonds de gauche à droite. Alors, par exemple, M. Legault propose de couper dans Hydro-Québec et plutôt que de faire bénéficier les contribuables ou les consommateurs d'électricité de ces épargnes-là, il va prendre l'argent puis il va augmenter le salaire des professeurs de 20% en espérant que magiquement, du jour au lendemain, ces professeurs-là vont être meilleurs et ça va faire diminuer le décrochage scolaire. Ou encore, M. Legault propose de couper dans la rémunération des pharmaciens pour transférer cet argent-là dans la poche des médecins de famille. Alors donc, c'est simplement prendre dans la poche gauche pour remettre dans la poche droite, mais finalement, l'État est toujours aussi gros, aussi obèse et omniprésent et inefficace et bureaucratique et coûteux. C'est ça. Parce que dans le fond, ce qui se passe avec la CAQ, tout simplement, c'est qu'on fait un choix de société de dire on va sauver un réseau d'éducation, on va sauver un réseau de santé, mais pour ça, il faut couper finalement pour venir engraisser ce système-là. C'est ça. Alors donc, on engraisse à gauche après avoir asséché à droite. Et le problème, c'est pas le problème qu'on a au Québec, c'est pas parce qu'on manque de revenus, hein, on taxe les gens à un niveau d'à peu près 50% de l'économie. Les Québécois travaillent jusqu'au mois de juillet pour payer leurs impôts, puis c'est seulement à partir du mois de juillet qu'ils peuvent commencer à se mettre de l'argent dans leur poche. Alors clairement, on n'a pas un problème de revenus. Là. Le gouvernement est pas assoiffé de revenus. Là. C'est pas comme s'il y en avait pas beaucoup. On a un problème de dépenses et on a un problème de gestion. Et moi, je pense que la meilleure façon de remettre le Québec sur les rails, c'est de donner plus de place au privé en santé, par exemple. C'est de remettre le contrôle des écoles entre les mains des parents, de remettre le contrôle des syndicats entre les mains des syndiqués.
Alors, ce genre de choses-là, c'est pas tout simplement de reprendre la même recette, changer de chef, puis refaire la même recette. C'est pas ça que ça prend. Je pense qu'il faut changer la recette. Pour y arriver, c'est ça, vous vous êtes lancé d'un processus, dans le fond, de réflexion depuis que vous vous êtes retiré au moment de cette fusion-là. Réflexion qui, si on fait le calcul, a duré plus ou moins 18 mois. Sur quoi vous avez réfléchi avant l'annonce, dans le fond, de vous joindre dans cette course à la direction du Parti conservateur? Avez-vous étudié comme les idées de chacun des partis ou vous avez vraiment réfléchi sur les partis en tant que tels? Votre réflexion, dans le fond, avant de dire je me lance dans cette course à la direction du Parti conservateur, assez basée sur quoi? Je voulais d'abord voir quel serait le résultat de l'élection. Je voulais voir comment la CAQ allait se débrouiller. Alors, on se rappelle qu'au moment là où je suis allé voir M. Legault, là, on avait eu des premiers sondages qui lui donnaient 40% du suffrage dans les sondages. Alors, c'était le Dieu tout-puissant qui venait sauver la province de Québec. Alors, donc, je voulais voir où est-ce que ça irait. Je spéculais, comme bien d'autres, que c'était une balloune gonflée à l'hélium et que ça allait s'effoirer, si on veut. Je dois dire que j'ai été un peu surpris du résultat. M. Legault a eu quand même plus de votes que je ne l'aurais pensé initialement. Et là, M. Legault a eu ces votes-là avec le programme que je craignais, donc un programme étatiste qui ne change rien vraiment à la grosseur de l'État. Mais ce que j'ai conclu, c'est que les Québécois, d'une part, avaient quand même réélu 15 des 20 ministres libéraux, donc c'était vraiment une élection qui était contre M. Charest personnellement. Mais il y avait aussi un ras-le-bol du système. Et la campagne de M. Legault, c'était on va faire le ménage, ça n'a pas de bon sens. Alors donc, je pense que les gens, ce que ça démontrait, pour moi, c'est qu'il y avait une demande pour une alternative, mais je me disais, les gens vont finir par voir que la CAQ, c'est pas vraiment une alternative. Alors, avec le temps, les comportements de M. Legault et de la CAQ m'ont convaincu qu'à long terme, la CAQ ne survivrait pas. La CAQ, c'est une espèce de coalition de gauche et de droite, de fédéralistes, de souverainistes. C'est un peu, comme j'aime le dire, un boyau d'arrosage percé. Ça pisse à gauche, ça pisse à droite, ça va dans toutes les directions. Et donc, je me suis dit, à long terme, donc la CAQ ne survivra pas. Mais par contre, on a besoin au Québec d'un parti à droite du centre qui représente la voix des gens qui, surtout de la classe moyenne, qui sont écrasés par des impôts, par des taxes, et toujours des taxes additionnelles à chaque année, il y a toujours des nouvelles taxes, et qui désespèrent de voir que tout cet argent-là est gaspillé dans nos réseaux. Il y a beaucoup de gens qui sont prêts à payer, mais au moins pour avoir des services. Et donc, il n'y a pas vraiment de parti à droite du centre qui offre ça. Je me suis dit, est-ce que j'attends 2 ans? Est-ce que j'attends 3 ans? Il y a des gens qui m'ont dit, attends, Adrien, on va bâtir un mouvement à la base. Mais moi, je pense que, peut-être que j'ai tort, mais qu'il y a beaucoup de gens, des orphelins politiques, qui cherchent, un peu comme moi, là, une voix à l'Assemblée nationale pour représenter leur idéal d'un Québec moderne et efficace et plus libre. Alors, c'est un peu pour ça que je me suis lancé. J'avais pensé à un certain point, je vais vous l'avouer, puis d'ailleurs, je l'avais dit publiquement, j'avais pensé à un certain point à la chefferie du Parti libéral. Mais les règles du Parti libéral, les règles de la course ont été écrites de façon à favoriser les gens de l'interne. C'était évident, M. Morancy, que c'était extrêmement difficile pour quelqu'un de l'extérieur de se lancer dans la course. Alors donc, ça a été un peu finalement ma conclusion. J'ai approché les 3 candidats pour leur offrir de l'aide en leur demandant s'ils étaient prêts à adopter des positions plus à droite, si on veut, sur l'échiquier politique. Et j'ai pas eu vraiment des réponses très convaincantes. Et finalement, je me suis dit, bon, ben j'y vais. Je pars avec un petit parti,
qu'il va falloir bâtir, mais au moins ce parti-là a les bonnes valeurs, la bonne direction, la bonne boussole idéologique, et donc j'ai fait le saut. C'est ça, parce que faire bouger un gros bateau comme l'équipe libérale pour les envoyer plus à droite de l'échiquier politique, c'est une manœuvre qui est quand même assez complexe et effectivement, la course favorisait vraiment les candidats de l'interne beaucoup plus que les candidats de l'externe. Il y a comme des valeurs bien ancrées au Parti libéral et c'est difficile de faire tourner, dans le fond, un gros bateau comme ça de côté. Donc, à partir de là, vous décidez de vous joindre au Parti conservateur, comme vous le dites, un petit parti, un parti que les gens, par contre, connaissent, parce que si on regarde à droite de l'échiquier politique, effectivement, depuis le départ de la DQ, il n'y a pas trop de choix. On a le Parti conservateur, et il y a peut-être l'équipe autonomiste également. Et est-ce que c'est un avantage, dans le fond, l'avantage du Parti conservateur, sans doute le nom inculque quelque chose aux Québécois et Québécoises, mais on sait que le parti, l'organisation a connu un départ peut-être un petit peu ses chapeaux de roue avec une petite guerre là pour le membership. Il y avait eu un petit scandale sur une publicité pendant la campagne électorale et pour beaucoup de Québécois, Québécoises, il y a une image qui se rattache avec le Parti conservateur, peut-être un petit peu plus porté sur la droite morale. Et personnellement, je crois qu'au Québec, ce qu'on recherche, c'est vraiment une droite économique. Donc, est-ce que c'était compliqué de peser les pour et les contre, de dire est-ce qu'on s'associe à l'image conservatrice? C'est une bonne question, M. Morancy. J'avais le choix. En fait, je pouvais partir de mon propre parti. Je pouvais me joindre au Parti conservateur du Québec ou je pouvais me joindre à l'équipe autonomiste. J'ai choisi le Parti conservateur peut-être pour deux raisons. D'abord, il y a eu un ménage. Les gens qui étaient là l'an dernier, auxquels vous avez fait référence, sont partis et ont été remplacés par des personnes, des anciennes personnes de l'ADQ, deux anciens députés de l'ADQ, des gens sérieux, qui sont allés là pour, entre guillemets, faire le ménage. Alors donc, ces gens-là, je les connaissais et j'avais confiance en eux. Le nom du Parti conservateur, c'est sûr que ça soulève beaucoup de questions. Pour les gens qui sont conservateurs, parce qu'il y en a quand même au Québec, là, il y a un 10-15% de base conservatrice, là, des gens qui ont voté pour M. Harper aux dernières élections. Évidemment, ce nom-là, c'est positif, ça veut dire quelque chose. Et donc, mon objectif au début, c'est de parler à ces gens-là, quitte éventuellement à élargir un peu notre clientèle cible pour aller voir les anciens adéquistes orphelins et peut-être même des caquistes déçus. J'aurais pu aussi me joindre à Équipe autonomiste, mais puis il y a des très bons gens à Équipe autonomiste en passant, des gens qui sont dévoués, qui sont convaincus. C'est tout simplement que je connaissais pas vraiment les gens qui étaient là d'une part, puis d'autre part, je suis un petit peu perplexe avec le mot autonomiste. Puis équipe autonomiste, pour moi, ça c'est pas clair ce que ça veut dire. Le mot autonomisme, ça revient un peu, c'est un peu la position sur la question nationale que M. Dumont avait. Et je me rappelle d'avoir déjeuné avec M. Dumont je pense en 2007. J'avais passé 2 heures avec lui pour lui demander, est-ce que tu es un indépendantiste, oui ou non? T'sais? Et après 2 ans, je n'avais toujours pas la réponse. Je comprenais pas, j'ai toujours pas compris qu'est-ce que ça voulait dire le concept d'autonomisme. Alors donc, finalement, je suis allé avec le Parti conservateur, mais je vais vous avouer, M. Morancy, que les gens qui sont à droite du centre ne sont pas encore assez nombreux et une des premières choses que je veux faire, c'est d'essayer de rassembler tous les gens qui sont à droite du centre. Il y a des gens qui associent le Parti conservateur ou les partis conservateurs à la droite morale ou à la droite religieuse. Moi, ma philosophie ou je dirais que la valeur fondamentale, la valeur politique fondamentale numéro 1 du Parti conservateur, c'est les droits et libertés individuelles et la responsabilité individuelle. Ce qui veut dire que le Parti conservateur ne pense pas qu'on doit utiliser le pouvoir coercitif de l'État pour imposer une vision morale ou une vision religieuse sur la population.
Donc, par exemple, quand on parle du mariage gay ou du mariage des couples de même sexe, moi, je suis parfaitement en faveur de ça et le Parti conservateur, si je suis élu chef, va être en faveur de ça parce que c'est une question de droit et liberté. L'État n'a pas d'affaire à décider avec qui on va s'unir. Même chose pour l'avortement. Je suis en faveur de l'avortement. C'est le choix c'est un choix qui doit être fait par la femme et avec son médecin, le conseil de son médecin. Et donc, je suis en faveur de ça. Alors, je suis en faveur des libertés individuelles. Et donc, je ne m'associe pas à des gens qui veulent forcer leur vision de la moralité sur les autres. Ça étant dit, moi, personnellement, j'ai élevé mes enfants dans des valeurs, disons, traditionnelles, des valeurs que plusieurs Québécois partagent, des valeurs de travail, d'excellence, d'effort, d'honnêteté, d'intégrité. Et ce sont des valeurs que moi, personnellement, je pratique. C'est pas un parti politique à imposer ça, sauf que les politiques d'un parti doivent, je dirais, au moins, doivent cautionner des comportements éthiques, des comportements honnêtes et doivent avoir des politiques publiques qui encouragent le travail et qui encouragent l'excellence, l'émulation puis le dépassement de soi. Et je pense que c'est le problème présentement au Québec. Il y a un gros travail à faire à ce niveau-là, au changement de la mentalité, où présentement on demande collectivement de couper en haut, de couper dans la gestion, d'assainir finalement la gestion de nos deniers publics sans vouloir pour autant de coupe de services directs à la population dans le bas. Et j'ai l'impression que il y a un changement de mentalité à faire où il faudra que les Québécois et les Québécoises individuellement se demandent comment je peux me débrouiller finalement pour pas recouvrir toujours à l'aide de l'État, plutôt que se demander, comme présentement, si je suis dans le trouble, est-ce que l'État va être là pour m'aider? On a un système qui encourage les gens honnêtes et les gens qui sont travaillants à devenir dépendants de l'État. C'est pas que nécessairement les gens veulent être dépendants de l'État, mais tout est patenté, si on veut. Le système est fait comme ça. Le système est fait comme ça, tu sais. Alors donc, c'est sûr que la nature humaine va faire que si on peut profiter de quelque chose, on va en profiter. Mais fondamentalement, je pense que les Québécois sont des gens qui sont débrouillards, qui sont créatifs, qui sont ingénieux, qui sont travaillants et qui sont. On a vu là bien avant que tous ces programmes sociaux là soient en place, on a vu que les Québécois étaient des gens qui se débrouillaient puis qui, quand on pense aux années 50 là, sous Duplessis, même si on pense que c'était la grande noirceur, il y a eu beaucoup de rattrapage qui s'est fait à ce moment-là. Alors, les politiques publiques, je pense qu'il faut pas mélanger les choses. Les Québécois sont des gens travaillants, mais il faut leur donner les bons incitatifs ou il faut au moins enlever les mauvais incitatifs. Alors, quand on parle, pour revenir à votre question de diminuer la taille de l'État, moi, ce que je dis, c'est que ça ne veut pas dire que les services vont être coupés. Quand on parle des réseaux publics, moi, ce que je propose, c'est qu'on puisse avoir plus de privés en santé et qu'on puisse mettre des incitatifs du genre de l'entreprise privée pour que notre réseau public soit plus efficace. Je vous donne un exemple, M. Morancy. Oui. Aujourd'hui, si vous êtes un directeur général d'hôpital et que vous voyez quelqu'un qui rentre par la porte, vous allez dire « Oh non, pas une autre personne qui rentre dans l'hôpital, ça va gruger mon budget de dépenses. » Et il pense comme ça parce que le gouvernement lui donne une enveloppe fixe à chaque année. Je te donne, Monsieur Tremblay, vous êtes le directeur général de l'hôpital Sainte-Justine, je vous donne 500 millions. Qu'il y ait 1000 patients, 5000 patients, 100 000 patients, vous avez ce montant d'argent-là pour gérer votre hôpital. Et c'est un montant qui est fixé un peu à l'arbitraire, basé sur par exemple, l'an passé plus l'inflation. Oui. Alors que si on était capable de créer un incitatif pour que le directeur général, quand il voit quelqu'un rentrer par la porte, s'il y avait la réaction de dire « Bravo, des revenus qui rentrent dans mon hôpital, amenez-en des patients, moi plus j'en ai, plus j'ai de revenus, puis mieux je vais être »,
ben là, on aurait un système qui agirait un peu comme le système privé. Alors donc, si on disait aux hôpitaux, dorénavant, on vous finance basé sur le nombre d'opérations que vous faites. Il y en aurait si plus. vous faites, si vous réparez un bras cassé, on va vous donner 1000 $. Si vous faites une transplantation cardiaque, on va vous donner 100 000 $. Là, on aurait des directeurs d'hôpitaux qui se diraient, ben là, il faut que je sois productif, il faut que j'en fasse plus. Là. Je vais essayer de faire réparer 5 bras cassés à l'heure au lieu d'en réparer un à l'heure. Je vais faire 5 fois plus de revenus. Et s'il réagit comme ça, ben il va passer plus de monde, l'attente va baisser. Alors donc, il s'agit de trouver les bons incitatifs parce que les gens répondent aux incitatifs. Énormément. Et c'est vrai que le système fait en sorte que on n'est pas tourné vers ça. Et j'ai le sentiment que la population, finalement, a peur un petit peu parce que le mot privé vient faire peur ou ce qu'on voit que chaque fois qu'on va entrer dans l'hôpital, on va sortir de l'argent de nos poches, alors que c'est pas nécessairement le cas. On est capable d'améliorer le service qu'on offre présentement pour le rendre en bout de ligne, finalement, beaucoup plus payant pour chacun et chacune. En fait, vous avez parfaitement raison. Il faut distinguer le rôle de l'État. Dans la santé, l'État a deux rôles. Il y a un rôle de financement, puis un rôle de prestation des soins. Dans le financement, l'État, moi je pense que l'État le système de santé doit rester universel, puis c'est pas l'épaisseur du portefeuille qui devrait déterminer l'accès aux services de santé. Alors donc, l'État continue à financer la grande majorité des soins comme il le fait actuellement. Mais au niveau de la prestation, moi ce que je propose, c'est que le privé prenne plus de place. Dans un sens, ça fait que le système va être plus efficace et pour le même montant d'argent, on va faire plus d'opérations. Si on regarde par exemple, je vais vous donner un exemple, dans les cataractes, il y a une clinique privée qui est devenue un sous-traitant d'un hôpital à Laval pour faire des cataractes. Eux autres, ils faisaient 8 opérations de cataracte à l'heure, puis c'était toutes des bonnes opérations bien faites, là, 8 à l'heure, alors que l'hôpital, il en faisait une. Alors donc, on voit que le privé, et puis ça, c'est qu'un petit exemple, mais il y a plein d'exemples comme ça où le privé est beaucoup plus efficace parce qu'il n'est pas empêtré dans des conventions collectives qui ont 1000 pages et il y a un propriétaire qui est là pour s'assurer que ça marche parce que c'est son argent qui est au qui est au bâton. T'sais. Alors, je reviens au financement du système de santé. Donc, on garde l'État comme l'assureur, mais ce que je propose, par contre, c'est qu'on puisse aussi permettre aux Québécois de s'assurer de prendre de l'assurance personnelle. Et à ce moment-là, avec cette assurance personnelle-là, tu pourras aller te faire soigner dans le privé. Quand j'ai rencontré M. Legault chez lui, puis je lui ai parlé du privé en santé, il m'a dit, Adrien, il n'y en est pas question. Alors j'ai dit, pourquoi? Et il me répond, les Québécois n'ont pas les moyens. Puis je dis, oui, mais François, les Québécois n'ont pas les moyens parce qu'ils n'ont pas le droit. Il y a une loi qui leur empêche d'acheter de l'assurance pour se faire soigner. Mais c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut se payer 15 000 $ pour une opération de hanche. Mais par contre, il y a beaucoup de gens qui seraient capables de se payer une assurance de 250 ou de 500 $ par année pour avoir le droit de la possibilité d'aller se faire soigner dans le privé. Alors moi, je pense qu'un système d'assurance privée comme ça rajouterait des fonds nouveaux, de la nouvelle argent dans le système, parce qu'on sait qu'on en a besoin. Et en permettant aux médecins de travailler dans le public et dans le privé, après avoir fourni une prestation de travail normale de, disons, 30 heures par semaine dans le public, ben là, les médecins vont travailler dans le privé, puis ils se font payer par les patients qui sont assurés avec cette assurance privée-là. Alors, tout ça pour dire, M. Morancy, qu'on peut diminuer la taille de l'État sans nécessairement couper les services. Puis c'est un peu la même approche que j'ai dans les services d'éducation. Dans notre système d'éducation, actuellement, l'argent est pris dans les poches des contribuables, elle s'en va au ministère des Finances, elle est transférée au ministère de l'Éducation, elle est transférée aux commissions scolaires, elle est transférée aux écoles. Moi, ce que je propose, c'est que les parents redeviennent des clients. Alors,
le ministère en donne aux parents un bon d'éducation. C'est comme une espèce de carte prépayée, si tu veux, là. Et le montant varie selon que tu étais au primaire, au secondaire ou au cégep. Et là, le parent, avec cette espèce de carte prépayée-là, il magasine son école. Alors, on va créer un marché concurrentiel des écoles. Le parent décide où est-ce qu'il envoie son enfant. Il peut envoyer son enfant où il veut. Les écoles sont en concurrence. Les écoles sont autonomes. C'est des vraies écoles indépendantes. Les directeurs d'école, au lieu d'être des concierges glorifiés qui remplissent des rapports au ministère de l'Éducation, deviennent des vrais chefs d'entreprise pour servir leurs clients. Et les commissions scolaires, à ce moment-là, on n'a plus besoin. Ça devient... Alors, encore une fois, on est capable de couper dans le coût en éliminant les structures puis en permettant aux écoles de devenir autonomes, sans couper dans les services. De fait, dans ce cas-ci, on aurait des meilleurs services. Oui, puis en plus, en y allant avec une stratégie comme ça dans le monde de l'éducation, on force les établissements à se doter d'une certaine spécificité. Lorsque je vais recevoir finalement un peu le prospectus des établissements autour de chez moi, ben peut-être que certains vont dire nous on a un programme de football, il y en a d'autres que ça va peut-être être un programme natation avancée, peu importe, les écoles vont essayer de trouver des stratégies globales pour se démarquer finalement face aux autres établissements, et en bout de ligne c'est le jeune qui va en sortir gagnant. Ça, ce que vous venez de dire là, M. Morancy, là, c'est tellement important, là. Ça, c'est la base de notre système de concurrence. Puis c'est vrai chez Métro Richelieu, c'est vrai dans les vendeurs de voitures, c'est vrai dans tout ce qu'on achète. La concurrence, ça force l'émulation, c'est-à-dire que ça force les gens à s'améliorer. Moi, j'ai eu des entreprises, puis les entreprises, à tous les jours, tu te dis, qu'est-ce que je peux faire pour aller chercher plus de clients? Quels sont les besoins des clients qui sont pas satisfaits? Qu'est-ce que mon concurrent fait que moi je fais pas? Alors donc, tu es tout le temps en train de regarder le marché puis d'essayer de trouver des façons de mieux servir le marché. Et les écoles privées, d'ailleurs, c'est intéressant, M. Morancy, il faut se rappeler que on se plaint beaucoup de notre système d'éducation au Québec, mais il y a une composante de notre système d'éducation au Québec qui est presque unique au monde, en tout cas en Amérique du Nord, et qui fonctionne très, très, très bien. Et ce sont les écoles privées. Qui sont quand même financées. Les écoles privées, ça va très bien. Ils sont financés à 70% par l'État. Donc, il y a une espèce de carte prépayée, là, mais elle n'est pas dans la main du parent, mais c'est tout comme, tu sais. Et le parent va magasiner son école. Et il y a une concurrence entre les écoles, il y a une spécialisation, il y a des écoles qui se spécialisent dans tel domaine, dans tel autre domaine. Il y a eu, par exemple, les écoles privées, ce sont elles qui ont démarré les concepts de sport-études. Ça s'est fait dans les écoles privées au début. Alors, tout ce concept de concurrence, puis de se forcer comme entrepreneur à améliorer les choses, on l'a pas dans le public. Et c'est pas parce que on a des fonctionnaires qui sont pas intelligents, au contraire. On a des gens qui sont intelligents, qui sont compétents, mais ils n'ont pas les incitatifs. Pourquoi est-ce qu'ils se forceraient? Pourquoi est-ce qu'ils chercheraient à faire ça? Ils ne seront pas récompensés s'ils réussissent la plupart du temps. Alors donc, c'est ça la beauté du système capitaliste, c'est que le fournisseur cherche toujours à rencontrer les besoins des clients. En bout de ligne, là, finalement, si je comprends bien, ce qu'on vient améliorer, c'est le côté, toute la notion d'efficience finalement de l'État et le côté innovation qu'on a peut-être perdu là depuis trop longtemps. Et dans les trois grandes problématiques, selon moi, présentement au Québec, ça en fait partie intégrale. L'efficience, l'innovation, c'est quelque chose qu'on a perdu au Québec avec les années, peut-être trop ancré dans un système social-démocrate. C'est peut-être ça, c'est peut-être autre chose. L'autre grand problème qui nous guette, c'est sans aucun doute la dette avec 11 milliards d'intérêts qui sera versé cette année. Comment qu'on fait régler ça? Ben, je pense qu'il faut regarder deux ou trois aspects. D'abord, il faut arrêter de croire que si on est au déficit zéro,
que la dette augmente pas. Et je m'explique, cette année, le PQ parle d'un déficit de 3 milliards de dollars et pourtant on va augmenter la dette de 10 milliards de dollars à peu près. Parce qu'il y a des jeux comptables, il y a des choses qui sont pas calculées dans le déficit, mais qui sont vraiment comme quand on construit une route, là, le coût là, de construire une route, ça va pas dans le déficit, ça. Mais il faut quand même emprunter l'argent pour le faire. Alors donc, il faut diminuer les dépenses. Et moi, je parle pas de couper l'État de 50%, là, mais je pense que quand on est dans le rouge dans une famille, là, quand on n'arrive pas à la fin de l'année, là, on peut se dire, je vais essayer de couper mes dépenses de 2 ou 3% par année. Alors moi, je propose ça. Je pense que c'est raisonnable. Et éventuellement, quand on aura balancé les livres, là, on pourra dire, OK, on commence à s'attaquer à la dette. Et moi, ce que je propose, c'est plus facile encore que de rembourser une hypothèque sur une maison. Quand on emprunte sur une période de 25 ans, une hypothèque, on rembourse à peu près 4% du capital par année. Moi, je propose de rembourser 1%, un petit pourcent de la dette par année. Et on n'est pas obligé de tout rembourser. Parce qu'à un certain point, c'est normal. Si on construit un pont, par exemple, c'est pas normal que ce soit les contribuables d'aujourd'hui qui payent pour le pont et que ce soit les contribuables de demain qui en profitent. Alors, quand on construit un pont qui va durer 20 ans, on peut contracter un emprunt de 20 ans et les prochains contribuables des 20 prochaines années vont payer à rembourser cette hypothèque-là, si on veut, sur le pont. Donc, on n'est pas obligé de tout rembourser, mais il faut revenir à des niveaux acceptables. Actuellement, comme vous le dites, M. Morancy, 11 milliards de dollars, ça c'est le troisième plus important poste de dépenses du gouvernement du Québec après l'éducation puis après la santé. Et à un certain point, ce montant-là va grossir. Et là, on va mettre à terre nos réseaux publics d'éducation puis de santé. Et à un certain point aussi, les prêteurs vont finir par dire ces gens-là sont plus capables de nous rembourser, là, et ils vont couper, puis là, s'ils arrêtent de nous prêter de l'argent, les taux d'intérêt vont exploser, puis là, on rentre dans une espèce de spirale de la mort qui va faire qu'on va arriver comme la Grèce, là. Ouais, c'est ça. Faut ramener la spirale là, dans l'autre sens. Et c'est sûr que avec l'efficience, l'innovation, c'est là qu'on va y arriver. Une plus grande productivité peut-être, mais il va falloir assouplir toutes les règles, et c'est vrai dans les contribuables québécois, c'est aussi vrai pour les entreprises. Est-ce que d'alléger le fardeau, que ce soit pour enregistrer une entreprise, se lancer en affaires, léguer une entreprise à la succession ou à la prochaine génération, est-ce que on peut assoupir les règles du jeu du monde des affaires au Québec pour devenir peut-être plus performant, plus productif comme société, ce qui pourrait, en bout de ligne, également nous venir en aide? Il y a deux choses qu'il faut faire, M. Morancy. Mais avant de répondre à votre question, je veux revenir sur un mot que vous avez utilisé et que j'aime beaucoup, qui est le mot efficience. Mais c'est un mot un peu compliqué pour la plupart des gens. Et moi, ce que je dis, c'est, quand on parle d'augmenter l'efficience, tout ce qu'on essaie de dire, c'est qu'on veut éliminer le gaspillage. Le gaspillage de temps, le gaspillage de ressources, le gaspillage d'argent. Et de dire, tout le monde comprend que si je suis capable de faire 8 cataractes à l'heure, c'est plus, il n'y a pas de gaspillage de temps et de ressources comparé à quelqu'un qui est capable d'en faire rien qu'une. T'sais. Alors donc, c'est un mot, efficience, qui est un beau mot, mais l'autre façon de le regarder, puis les gens comprennent ça plus facilement, c'est qu'on veut éliminer le gaspillage d'argent, puis de temps, puis de ressources. Alors, je reviens à nos entreprises, à nos pauvres entrepreneurs qui essaient de lancer des entreprises. On a un fardeau bureaucratique, réglementaire au Québec qui est 20% plus élevé que partout à travers le reste du Canada. Les entreprises et les individus ont des formulaires à remplir. Moi, j'ai des entreprises, là, puis dans la poste maintenant, là, on reçoit plus de lettres de nos blondes là, ou de nos chums. Là, ce qu'on reçoit, c'est soit du junk mail ou soit des lettres du gouvernement. Et on en reçoit à tous les jours. C'est vraiment là, une paperasserie incroyable. C'est lourd. Selon le rapport au DEC qui est sorti en 2010, les Québécois remplissent à peu près 35 millions de formalités réglementaires à chaque année. 35 millions. Il y a 9 millions de permis qui
sont émis par le gouvernement à chaque année. Alors, vous comprendrez qu'un entrepreneur qui veut, par exemple, ouvrir un dépanneur, quand on lui dit que ça lui prend 16 permis pour exploiter un dépanneur, on ne s'étonnera pas après ça qu'on a de la misère à trouver des gens qui veulent être entrepreneurs. Donc, ce fardeau-là est décourageant pour les entrepreneurs. Puis non seulement ça, quand ils réussissent, nos entrepreneurs, à passer à travers tout ça, après avoir mis leur argent au bâton, après avoir créé des emplois, on vient les taxer et les surtaxer. On a le taux d'impôt corporatif parmi les plus élevés au Canada. Alors donc, c'est certain que quand ensuite on constate qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont entrepreneurs ou qui veulent devenir entrepreneurs, c'est pas surprenant, là. Alors, ce qu'il faut faire pour nos entrepreneurs, c'est de réduire l'impôt des corporations. Ça va encourager plus d'entrepreneurs. Là, il y a des gens, M. Massy, qui vont dire, on sait bien, Pouliot, c'est un homme d'affaires, puis il veut couper l'impôt des compagnies. Sauf que une compagnie, qu'est-ce que c'est? Une compagnie, c'est un nœud de contrat où, d'une part, il y a des consommateurs, puis d'autre part, il y a des fournisseurs, que ce soit des fournisseurs de matières premières, des fournisseurs d'argent ou des fournisseurs de travail, hein, des travailleurs. Oui. Alors, ces trois fournisseurs-là se mettent ensemble, ils font la recette, puis là, ce qui ressort de là, c'est vendu aux consommateurs. S'il y a un coût additionnel qui est imposé sur la corporation, soit que le consommateur va payer pour, ou soit que ce sont les fournisseurs qui vont payer pour, soit parce que on ne pourra pas augmenter les salaires des employés parce qu'on paye de l'impôt, ou soit parce qu'on ne pourra pas payer de dividendes à celui qui a fourni de l'argent, qui a investi dans l'entreprise, ou soit qu'on ne pourra pas donner un bon prix aux fournisseurs de matériaux. Alors donc, une entreprise, c'est comme un tuyau. Alors, si on coupe l'impôt sur les entreprises, on va couper finalement les prix aux consommateurs ou on va permettre une augmentation de ce qui est versé aux fournisseurs. Alors, une entreprise, c'est pas quelqu'un, on rencontre personne dans la rue là, qui est une entreprise à qui on serre la main. Là. Les gens qui payent les impôts, là, c'est ceux qui marchent dans la rue, c'est pas les entreprises. C'est les seules personnes qui payent de l'impôt au Québec, là, c'est les gens qui sont capables de parler puis de marcher, là. C'est les autres qui payent l'impôt. C'est ça, exactement. Puis, en donnant un souffle à ces gens-là, là, le consommateur va en bénéficier sur deux fronts. Soit que ça va être directement relié dans le prix, que ce soit au restaurant, que ce soit dans le commerce de détail, ou encore, ça va être les individus qui sont à l'emploi de ces sociétés-là, ces PME-là, qui vont profiter d'un avantage salarial. Les employeurs ou les employés ou les fournisseurs ou les investisseurs. Mais pour ça, il faut qu'il y ait de la concurrence. Et il faut donc s'assurer qu'on élimine les monopoles, qu'on élimine les barrières à l'entrée, que ça soit plus facile pour les gens de se lancer en entreprise, de faire de concurrencer avec ce que vous disiez tantôt, avec de l'innovation. Quand on a un bon système où la concurrence est présente et qu'on diminue les impôts, ça devrait se refléter normalement dans les prix parce que s'il y en a un qui coupe les prix parce qu'il paye moins d'impôts, ben là, les autres vont être obligés de suivre, sans ça, ils vont perdre leurs clients. Par contre, si tu es dans une situation de monopole, par exemple, je vous donne un exemple, disons que pour la Société des alcools, disons que si la Société des alcools payait de l'impôt, là, puis qu'on baissait l'impôt de la Société des alcools, ben, elle n'a aucun intérêt, elle, à faire baisser le prix de son vin, là, parce qu'elle n'a pas de concurrence, hein, alors donc elle va empocher l'argent. C'est pas ça qu'on veut. Moi, je suis pour le libre marché, je suis pas pour engraisser les entrepreneurs. Moi, ce que je veux, c'est que les entrepreneurs, on leur donne des conditions qui favorisent l'entrepreneuriat, mais aussi qu'ils soient dans un système où il y a de la concurrence, parce que la concurrence, c'est bénéfique pour le consommateur. Moi, je suis pro-consommateur. Je trouve que le gouvernement s'occupe beaucoup des producteurs, donne toutes sortes d'avantages fiscaux, puis de subventions, puis de monopoles aux producteurs. Et tout ça, ça finit par être payé par le consommateur. Et en bout de ligne, c'est lui qui va en bénéficier. Vous venez de faire la petite jonction au niveau de la SAQ. On parle depuis quelque temps des prix
très élevé dans le monde du vin, mais d'un autre côté, le gouvernement demande à la SAQ un retour énorme à chaque année. Si je me trompe pas, ça frôle le milliard, ce que la SAQ remet chaque année au gouvernement du Québec. Et quand on parle qu'on va remettre tout ça dans la facture au client, c'est la plus belle exemple qu'on peut donner. En éliminant ce monopole-là de la SAQ, c'est définitif que pour le consommateur, on va voir le prix du vin baisser, des alcools en général, et encore une fois, c'est le consommateur qui va en bénéficier. Oui, si on prend l'exemple de la SAQ, eux autres, la SAQ fait à peu près 34 sous de profit par dollar de vente, et la Commission des liqueurs de l'Ontario fait 33 sous. Donc, la SAQ fait plus de profit que sa consoeur en Ontario. Et ça, même si elle a moins de dollars de vente au pied carré que la LCBO, elle dépense plus pour la rémunération de son personnel par dollar de vente que la LCBO. Alors donc, elle a des coûts plus élevés que la LCBO, mais par contre, elle fait plus de profit que la LCBO. Ce qui est totalement illogique. Parce qu'ils chargent plus cher que la LCBO, tu sais. Alors donc, quand tu es dans une situation de monopole, ou si tu es réglementé basé sur les coûts, un peu comme Hydro-Québec. Hydro-Québec, eux autres, il y a un monopole, mais il y a une réglementation sur les prix, la Régie de l'énergie. Et la Régie de l'énergie a dit à Hydro, on va vous donner un certain rendement. Ça coûte 500 millions pour mettre en place un système informatique de facturation. Vous pourrez refiler le coût du système informatique au client en augmentant vos tarifs. C'est pas ça qu'on devrait dire. On devrait réglementer Hydro-Québec basé sur la performance et leur dire, si vous baissez vos coûts, vous allez pouvoir garder les épargnes. Alors donc, nos réseaux publics, nos monopoles publics sont inefficaces et il faut les soumettre à la concurrence, que ce soit en permettant à Métro Richelieu et d'autres épiciers de vendre du vin et de la bière et des alcools au prix qu'ils veulent et non au prix qu'ils sont obligés de le vendre, parce qu'aujourd'hui, ils peuvent le faire, mais ils sont obligés de le vendre au prix qui est déterminé par la SAQ. Oui. Alors, on peut faire ça, ou on peut, par exemple, dans le cas de Hydro-Québec, permettre la construction de centrales en concurrence avec Hydro, ou par exemple l'Auto-Québec, qui est un peu la même affaire, c'est un monopole. Pour l'Auto-Québec, on pourrait introduire la concurrence comme on l'a fait en Angleterre, en demandant à des gens de soumissionner pour gérer certaines des loteries, un peu comme actuellement l'Auto-Québec a donné un contrat de gestion pour des loteries électroniques sur l'Internet. Ça, c'est pas l'Auto-Québec qui gère ça, ça a été donné à une grosse compagnie américaine qui se spécialise là-dedans. On pourrait faire gérer les autres loteries comme ça, et encore une fois, on aurait sans doute une meilleure performance financière, comme on l'a vu en Angleterre, quand ça a été donné la gestion des loteries en sous-traitance à la compagnie Camelot. Ça a été fantastique de voir le contrôle des dépenses d'exploitation qu'ils ont mis en place comparé à ce qu'il y avait avant, et ça a permis des épargnes substantielles à l'État. C'est beaucoup d'idées en bout de ligne, effectivement. Il y a plein de petites notions à aller chercher en ouvrant la porte. Premièrement, aux libertés individuelles. Deuxièmement, à plus de compétitivité dans le monde des affaires. La plus grande, donc, si on fait un résumé de tout ça, parce que là, on a parlé de la dette, on a parlé de l'efficience, de l'innovation, de la productivité. La plus grande idée à exploiter présentement, si vous devez prendre les rênes du Parti conservateur, la première ligne de conduite, finalement, ou le premier focus que vous auriez, ça serait lequel? En fait, vous allez trouver ça un peu surprenant, ce que je veux dire, mais il faut avoir confiance en nous-mêmes. Il faut avoir confiance dans le génie des Québécois, dans leur débrouillardise, dans leur créativité, dans la nature humaine des Québécois. Et une fois qu'on croit à ça,
L'étape suivante, c'est de dire, OK, ben, le gouvernement devrait se tasser puis faire de la place aux gens pour que ces gens-là soient capables d'arriver avec leurs propres solutions aux problèmes qu'ils ont et de toujours dépendre de l'État. Alors donc, c'est toujours une question de regarder quels sont les droits et libertés individuelles, de remettre la responsabilité individuelle sur les épaules des gens, de façon à ce qu'ils ne soient pas dépendants de l'État, et de leur donner un espace, si on veut, de créer les conditions pour permettre aux gens de développer leur talent. Et s'ils font ça dans le cadre d'une économie de marché où on permet les transactions entre les gens, des transactions libres entre les gens, créer de la richesse et tout le monde va pouvoir s'enrichir. OK. Et deux dernières petites questions en terminant. Est-ce que, premièrement, il y a une saturation politique? Parce que là, on a vu la CAQ qui va quand même aller chercher des voix. C'est de l'autre côté, vous me direz, mais il y a Option nationale qui pousse. On a vu une émergence de plusieurs partis politiques dans les dernières années, Québec solidaire, entre autres. Comme je disais, Option nationale. Il y a la CAQ qui arrive, malgré qu'ils prennent peut-être un petit peu la place de l'ADQ. Est-ce qu'il y a une saturation politique? Et avec la tendance politique actuelle, est-ce que ça va être difficile pour le Parti conservateur d'aller chercher des candidats vedettes, ou peut-être que c'est quelque chose qui vous intéresse pas non plus, là, de les candidats vedettes? Ben, il y a une saturation politique à gauche du centre. Ouais, c'est ça. C'est ça qui arrive. Mais moi, je suis un entrepreneur et je regarde un peu, si on peut appeler ça entre guillemets, le marché politique. Et je regarde quelle est l'offre politique à droite du centre. Et puis, je suis encore pas mal tout seul, là. Tu sais, il y en a qui pensent peut-être encore que la CAQ est à droite du centre, mais moi, je pense que c'est pas le cas. Alors donc, à droite du centre, je suis tout seul, là. Alors donc, j'ai une belle position, je pense, de ce côté-là. Maintenant, est-ce qu'on va être capable d'aller chercher des candidats vedettes? Il est trop tôt pour le dire. Mes objectifs sont modestes pour commencer. C'est un travail de terrain, un travail de longue durée, c'est pas un sprint. Il y a un travail d'éducation à faire. Ça prend un chef qui non seulement comprend comment fonctionnent les politiques publiques et l'économie, mais ça prend aussi un chef qui est capable de les expliquer avec des exemples, avec son expérience. Et une fois qu'on est... Moi, je pense fondamentalement que quand on explique le gros bon sens aux gens, ils sont d'accord. Ils n'ont pas perdu leur gros bon sens. Et même s'il y a des professeurs, je vais le dire un peu en blague, là, même s'il y a des professeurs d'université qui croient pas en l'économie de marché, le gros bon sens de nos grands-parents qui disaient l'argent pousse pas dans les arbres, c'est encore vrai, ça. Et donc, il s'agit de se le faire dire, puis beaucoup de gens vont avoir la réaction en m'entendant de dire, ouais, c'est vrai ça, tu sais, j'ai toujours pensé ça, là, mais j'osais pas trop le dire parce que quand j'écoute, disons, Radio-Canada, là, les gauchistes, là, ils pensent pas comme ça, puis eux autres ont des diplômes universitaires, puis ils doivent avoir raison. Mais en fait, le gros bon sens est toujours là. Et donc, je pense qu'il va y avoir des candidats qui vont émerger parce qu'ils vont entendre ce discours-là, puis ils vont dire c'est un discours qui a du bon sens, qui me touche, qui me fait vibrer. Et donc, c'est bien possible qu'on ait des candidats vedettes, mais encore une fois, moi, je regarde ça sur un travail à long terme. C'est une cause où c'est un travail d'éducation. Et même si on n'a pas le pouvoir, si on est capable d'influencer en tant qu'opposition à l'Assemblée nationale, si on est capable d'influencer les partis au pouvoir, un peu comme on voit comment est-ce que Québec solidaire influence le PQ au niveau de la question nationale puis de la radicalisation de la gauche. Si on est capable de faire ça du côté de la droite avec, par exemple, la CAQ et les libéraux, moi, je serais bien heureux. Parce que au fond, la plateforme, elle parle d'elle-même. Ce qui reste, le gros du travail à faire, c'est la vulgarisation, finalement, auprès de tout le monde. Et je vous souhaite d'y arriver. Si on vous suive, vous êtes encore dans la course à la direction. Ça prend fin quand exactement?
Alors, le vote a lieu le 24 février à un congrès du Parti conservateur du Québec qui va avoir lieu à Drummondville. Et c'est à ce moment-là qu'on saura là, quel est le gagnant de la course. Est-ce qu'il vous reste... les débats, c'est terminé? Les débats, c'est terminé. La semaine dernière, à la fin de semaine dernière, débat à Montréal et à Québec. Et ceux qui veulent me suivre peuvent aller sur mon site web, adrienpouliot.ca, ou sur ma page Facebook. Et donc, ils pourront voir là-dessus ma plateforme, mes idées. Ceux qui veulent m'envoyer des commentaires sont les bienvenus. Je les prends tous. Je réponds à tous les commentaires que je reçois. Et donc, je trouve ça vraiment c'est une des choses qui est vraiment plaisante, c'est de pouvoir avoir des gens qui réfléchissent et qui donnent des commentaires. Ça, c'est très stimulant. Excellent. Je vous remercie, Monsieur Pouliot, d'avoir été avec nous. On vous souhaite la meilleure des chances dans cette course-là. Je suis confiant pour vous que tout va bien se passer. Et est-ce qu'il vous reste des sorties publiques à faire avant le vote ou c'est terminé? Il n'y a plus de débat, mais est-ce que il y a d'autres sorties prévues? Oui, alors le samedi prochain, le 16, samedi, je serai à Drummondville à 8h30 pour un brunch. Et je serai à Québec le 21, donc jeudi le 21, un 5 à 7 organisé par le groupe Action Liberté Québec. Donc ça, c'est un cocktail, un 5 à 7. Et je serai aussi le 22 février, juste avant le congrès. On va faire un 5 à 7 aussi à Trois-Rivières. Donc, Drummondville, Québec et Trois-Rivières sont les 3 prochaines villes. J'étais déjà allé en Beauce, évidemment à Montréal et déjà aussi à Québec. Donc, on a fait quand même une bonne partie de la province. Excellent. Donc, je vous souhaite la plus cordiale des bonnes chances. Et je vous remercie d'avoir été disponible pour nous aujourd'hui. Monsieur Morassier, je vous remercie de m'avoir invité. Merci, au revoir. Au revoir.